Mon premier voyage au Japon remonte à il y a 4 ans. L'été 2017, je partais pour la première fois avec un ami découvrir ce fabuleux pays aux multiples facettes. Octobre 2019, devenu accro au pays du soleil levant, j'ai retourné pour la 4e fois à la découverte d'autres régions hors des sentiers battus. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à lâcher un petit like et un commentaire. Ça fait toujours plaisir et surtout ça motive. Allez, bon visionnage. Accompagné de mon père et de mon frère en début de voyage, on s'est rendu après un rendez-vous particulier dans le quartier de Meguro, dont je vous parlerai dans une autre vidéo, à Asakusa, le quartier ancien et traditionnel de Tokyo, et à Akihabara, le quartier complètement geek de Tokyo. Si vous voulez vraiment bien profiter d'Asakusa, essayez de venir le plus tôt possible le matin. Essayez de venir vers entre 7h et 8h. Là, il n'y a pas beaucoup de monde. Bon, ce matin, il y avait un peu de monde parce qu'on est samedi matin, il fait vraiment beau, il y a beaucoup de soleil. Mais il y aura beaucoup moins de monde que dans la journée où Asakusa, c'est vraiment un coin super touristique. Il y a énormément de Chinois qui viennent dans ce quartier. Alors là, on est dans une Shotengai à Asakusa. Donc les Shotengai, il y en a partout dans le Japon. C'est des rues couvertes avec plein de petits magasins super sympas. C'est vraiment sympa pour s'y balader, pour faire les magasins, pour s'abriter quand il pleut. Alors là on a Akihabara, le quartier geek par excellence et aussi touristique par excellence. Il y a déjà beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent de ce quartier. Du coup je vais pas m'éterniser là-dessus, je vais juste vous montrer quelques images et ça sera tout pour le quartier là. Bon alors là je viens de gagner une figurine aux UFO Catcher. Un petit Broly sympa. Super Broly. Par contre vous voulez pas savoir combien j'ai dépensé pour l'avoir. C'était compliqué le temps que je m'y remette. Le lendemain, nous nous sommes rendus dans l'arrondissement de Shibuya. C'est l'un des endroits les plus connus de Tokyo, voire même du Japon. Vous avez sûrement tous déjà vu son célèbre carrefour noir de monde dans des films ou dans des animés. Mais avant de nous y rendre, on a fait un petit détour dans 2 endroits très calmes de Tokyo que j'aime vraiment. Je pense pas qu'on le verra à l'image, mais là-bas, là, c'est le mont Fuji. Il se cache, il est timide derrière les nuages, on le voit là-bas.
Maintenant direction Shibuya, l'un des quartiers les plus animés de Tokyo, avec l'un des croisements avec le plus de personnes qui se rencontrent à chaque fois. Au Japon, ils ont des cartes interactives pour voir si les toilettes sont disponibles. Donc là, les 3 toilettes, elles sont plus dispo. Putain, le Japon quoi, la technologie, le Japon. Le lendemain, nous sommes retournés dans l'arrondissement de Shibuya, plus précisément à Omotesando, les Champs-Élysées japonais, au Meiji-Jingu, l'un des sanctuaires les plus symboliques de Tokyo, et à Harajuku, le berceau de la mode de la jeunesse tokyoïte. Alors là, on va au temple Meiji-Jingu, à côté du quartier de Harajuku. C'est l'un des temples les plus connus de Tokyo, il est en plein milieu d'une forêt. Je vous conseille vraiment d'aller le voir, il est vraiment super sympa. Et il change radicalement du temple que vous pouvez voir à Asakusa, le temple Sensoji. Donc c'est la première fois que je vois ça ici à Meiji-Jingu Shrine. Donc en fait, comme vous voyez derrière moi, il y a beaucoup de poupées. Donc apparemment il y en aurait plus de 40 000. Donc ça se passe tous les premiers dimanches d'octobre. Donc en fait c'est l'association des poupées. Tout le monde ramène ses poupées qu'ils ont depuis longtemps, qui sont anciennes ou qu'ils ont depuis vraiment longtemps. Au Japon ils pensent qu'il y a des esprits dans les poupées. Et donc ça c'est pour les remercier. Il y a des gens qui sont là pour purifier les poupées, pour les laisser partir tranquillement. Donc en fait, c'est comme s'ils enterraient la poupée, comme si la poupée c'était vraiment une personne. Donc c'est pour la remercier de tout le temps qu'ils ont passé avec. C'est assez particulier, mais c'est sympa à voir. Tout juste à côté du sanctuaire Meiji se trouve Harajuku. Ce quartier est célèbre pour sa rue commerçante piétonne Takeshitadori qui reflète la mode excentrique et colorée de japonais accros de culture populaire. Mais l'intérêt d'Harajuku ne se limite pas seulement à cette rue. En effet, on peut trouver dans ces nombreuses ruelles d'innombrables magasins de vêtements vintage, de créateurs locaux, et de sneakers et tant d'autres. Dans ce quartier, le seul danger, c'est de faire un trou dans le porte-monnaie. Ça, c'est la vie. Les crêpes de chez Marion Crêpes.
Le jour suivant, nous sommes allés dans le quartier d'Ueno. Le quartier est fréquenté des touristes pour son parc éponyme, ses nombreux musées ou encore sa rue commerçante Ameyoko. Une rue aux allures de marché populaire qui longe et passe en dessous des voies aériennes du métro de Tokyo. Ce soir-là, comme presque tous les soirs, nous sommes allés dans le quartier de Kabukicho dans l'arrondissement de Shinjuku. Le quartier a une réputation sulfureuse en raison de ses nombreux bars, boîtes de nuit et bars à haute et à hôtesse. Celui-ci est également connu comme le quartier des Yakuza, la mafia japonaise. Le lendemain, nous avons suivi un itinéraire un peu plus calme et spirituel en nous rendant au temple Sengakuji, le temple des 47 Ronin, et au temple Zozoji au pied de la Tokyo Tower. Alors là, on va au Sengakuji. Donc c'est une histoire assez connue au Japon. C'est 47 samouraïs qui ont fait un coup d'état. Bon, mes explications étaient un petit peu bancales, c'est pour ça que je vais revenir rapidement sur cette tragique histoire. En 1701, lors des préparatifs d'une cérémonie, un groupe de samouraïs est privé de leur seigneur Asano. Celui-ci est condamné par le shogun au harakiri, le suicide rituel, car il est accusé d'avoir blessé le seigneur Kira qui l'aurait insulté. Les 47 samouraïs, dépourvus de leur maître, deviennent alors des ronins, des samouraïs errants, des parias de la société. L'un de ces anciens samouraïs, Oishi, prend les choses en main et ensemble ils décident de venger leur maître victime d'injustice en attaquant 2 ans plus tard le domaine du seigneur Kira et en l'assassinant. Victorieux, les 47 retournent à Edo au temple Sengakuji. Là-bas, ils lavent et purifient la tête fraîchement coupée de Kira, puis en signe de dernier hommage, la posent sur le tombeau de leur seigneur à présent vengé. Conscients du sort qui leur sont réservés, ils se rendent tout de même aux autorités. Cependant, le shogun ne les punit pas comme de vulgaires criminels, mais leur accorde une mort honorable par seppuku. L'histoire des 47 Ronin est l'un des épisodes de l'histoire japonaise les plus connus sur l'archipel nippon. Transmise de génération en génération, elle illustre parfaitement le cœur et l'âme de la société japonaise. Comme certains japonais aiment le dire, connaître l'histoire des 47 Ronin, c'est connaître le Japon.